Merci à tous. Effectivement, j'ai pas touché, je voulais toucher un petit mot juste sur Exaveil, qui est une association qui a été montée il y a 4 ans par Didier Ronté, ici, qui en est le président, Bertrand Depierre, qui est là-bas, et Jean-Michel Lebec, hein, les membres sont là, dont la finalité est d'aider et d'accompagner les collectivités territoriales sur les problématiques de sécurité. Voilà, donc c'est pour ça que je remercie le président d'Exaveil, parce que c'est grâce à lui que j'ai pu monter cette journée ici. Je ne vais pas vous casser les pieds longtemps, mais quand même, il y en a un paquet d'entre vous qui ne connaissent pas notre maison. Donc je vais vous toucher rapidement un petit mot sur la maison qui vous accueille, qui s'appelle aujourd'hui Cassidion, qui est le 4e pilier du groupe ADS. Voilà, vous êtes sur le siège de Cassidion qui est ici. Hein. Voilà, donc vous connaissez le groupe ADS, donc avec ses grandes activités majeures que vous retrouvez facilement. Voilà, les 4 piliers, donc Airbus, toute la partie aviation civile et même militaire, Eurocopter pour les hélicoptères évidemment, Cassidion pour tout ce qui est la défense et la sécurité, et Astrium, 2 vecteurs, les satellites et les lanceurs. Juste pour vous dire quand même que ADS est un acteur très important sur le territoire français, hein, puisqu'aujourd'hui c'est plus de 54 000 employés, voilà. Et surtout, ce qu'on peut noter comme aspect important, c'est que ADS génère en activité auprès de sous-traitants, de co-traitants, de partenaires, plus de 10 milliards d'euros d'achat. Et nous avons effectivement un moteur très fort qui est l'innovation, et aujourd'hui, sans innovation, je pense que les entreprises ont peu de chances de s'en sortir. Alors, nos grands domaines d'activité, maintenant nous sommes dans la structure Cassidion, donc on retrouvera dans Airbus Défense et Espace. Donc bon, la France n'est pas concernée par le programme Eurofighter, mais c'est également les drones, les systèmes de drones, donc qui sont aujourd'hui en exploitation, si je puis dire, qui est en Afghanistan et aujourd'hui au Mali, donc le fameux Zarfang, et puis là le DRAC que nous avons déployé pour les forces de l'armée de terre en Afghanistan et également aujourd'hui au Mali. Un point fort aussi, c'est notre domaine d'intégration dans le domaine de la sécurité des territoires. Donc nous avons eu la chance de gagner la sécurité des frontières de la Roumanie, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des programmes absolument gigantesques. Et nous sommes très attachés à cette fonction et à ce rôle de grand intégrateur, parce que aujourd'hui, le salut des grands groupes et des grandes entreprises, il est pour l'instant vers l'export. Voilà, un sujet qui est le cœur, et particulièrement aujourd'hui le cœur de Cassidion en France, tout ce qui est autour de la cybersécurité et des communications. Toute l'activité des radiocommunications numériques, nous avons la chance d'être numéro 1 mondial face aux Américains, c'est vraiment une chance. Nous sommes le seul constructeur au monde à posséder les 3 normes numériques mondiales. Donc la norme Tétrapol, qui est historique chez nous, qui venait de Matra Communication, qui a plus de 100 réseaux dans le monde, et des grands réseaux, hein, le Mexique, l'Espagne, toute la France. Et également la norme Tétra, parce que nous avons racheté en 2005 tous les actifs de radiocommunication numérique du groupe Nokia. Et pour faire des affaires, si je puis dire, aux États-Unis, les normes européennes sont interdites, hein, faut pas le cacher. Donc nous fabriquons également des relais et des commutateurs à la norme P25, qui est la norme nord-américaine. Et nous commençons à tailler des croupières à notre concurrent préféré. L'électronique de défense, les radars, voilà, donc, mais ça c'est un segment purement en défense, donc aujourd'hui on est plus dans la sécurité du territoire. Et puis les services aériens, nous avons eu la chance de faire le grand chelem avec l'armée de l'air, qui nous a externalisé, je vais caricaturer, qui a adapté le service Europcar à l'aviation de l'armée de l'air pour les écoles. Donc nous avons Cognac, Avord et Salon-de-Provence, où nous reprenons toute la partie logistique, maintenance et mise en service de tous ces avions. Voilà. Ben ça c'est juste une image globale qui récapitule grosso modo tous les domaines d'activité que nous traitons en France et dans le groupe Cassidian. La sécurité maritime, j'en ai pas parlé, mais nous sommes numéro 1 mondial dans le domaine de la surveillance maritime, avec une filiale du groupe qui s'appelle Signalis, qui est à Meudon, pas loin d'ici, qui gère tout ça. La sécurité des frontières, j'en ai parlé. Les grands événements, G8, G20, le sommet de l'OTAN, les jeux de Beijing, de Pékin, en 2008 également, c'est nous qui avons fait toute la sécurité au système sur le plan des radiocommunications. Et la protection des populations, je vous parlais des SAIP. Voilà, nous allons donner la parole à monsieur le maire Jean-Michel Fourgousse pour nous toucher un mot sur
d'abord, premièrement aussi remercier le maire parce que nous avons la chance de l'avoir aujourd'hui. Et deuxièmement, il y a un sujet que je n'ai pas abordé. Cassidian, avec quelques autres partenaires de l'industrie, ont monté à Elancourt, là, juste à côté de la mairie, un PPSL, un pôle pilote de sécurité locale que nous avons fait en partenariat, qui est un laboratoire pour les entreprises qui souhaitent faire tester des nouvelles technologies émergentes. Et en contrepartie, l'État nous apporte les sachants, les gens qui vont nous apporter la compétence opérationnelle pour nous dire vos produits, c'est plutôt comme ça, comme ci, comme ça qu'on les envisage. C'est un laboratoire très intéressant, voilà, qui se trouve à l'extérieur, puisqu'il y a 25 entreprises qui sont membres de ce PPSL. Voilà, monsieur le maire, je vous laisse la parole, en vous remerciant à nouveau pour votre intervention. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Donc moi je suis maire d'Elancourt. Je connais un tout petit peu les problèmes de défense, que j'ai été 3 fois député, dont le dernier mandat où j'étais rapporteur du budget de la défense à la commission des finances, et également rapporteur du budget de la DGSE. Alors, Elancourt, c'est une ville de près de 30 000 habitants, et qui, bien sûr, est confrontée au problème d'insécurité urbaine. C'est un territoire de 900 hectares à peu près. Vous avez la colline d'Elancourt qui est la plus élevée d'Île-de-France, 230 mètres. On va bientôt construire un restaurant d'altitude, EADS pour inviter ses clients. Il y a une jolie vue. Et donc nous avons le commissariat de police de district, c'est-à-dire qui coordonne 4 commissariats, celui de Rambouillet, Elancourt bien sûr, Trappes et Guyancourt. Alors, on a plutôt une diminution des faits constatés. On était pas loin de 2000 faits constatés. On est plutôt aujourd'hui autour de 1300-1400, donc on a quand même enregistré une baisse. Vous savez, pour que ça marche, un truc, c'est la théorie des 3 V, hein, une vision, des valeurs, bien sûr. Si vous n'avez pas de valeurs dans tous les sens, puis une volonté surtout, hein, ce qui fait la différence, c'est une volonté durable, bien sûr. Et je crois que pour ces problèmes de sécurité, il faut que vous ayez des acteurs qui ont un peu comme ces trois choses, parce que sinon on peut faire n'importe quoi, on peut dépenser de l'argent pour rien, ça marche pas. Donc voilà, il faut des acteurs durables sur un secteur comme ça. J'en profite pour vous dire que bien entendu, le rôle des élus, je sais bien qu'on est en France, un des derniers grands pays quasi marxistes, mais enfin bon bref, la collaboration entre le privé et le public doit être beaucoup plus forte. Moi je vois les Américains, j'ai déjà vu dans des salons à l'international, on voit la vente du matériel français, il y a un militaire américain à côté, enfin c'est impressionnant, voilà, qu'en France, il y a une espèce de toujours cette compartiment opposer le public au privé, donc il faut surtout bien sûr réconcilier massivement les deux, surtout sur le problème de la sécurité qui est une mission régalienne bien entendu. Donc, nous à Elancourt, on a donc le PPSL avec EADS, donc qui est en relation directement avec la police nationale, et également avec la police municipale. C'est comme ça, enfin en tout cas je pense qu'il faut travailler. C'est très important, la confiance. Rien ne remplace la confiance entre tous les acteurs. Donc vous qui êtes des spécialistes de la sécurité, vous le savez, de créer un climat de confiance entre les pompiers, les gendarmes, les policiers nationaux, municipaux, les boîtes privées, et tous les acteurs, même les proviseurs des établissements scolaires qui ont plein d'informations. Cette capacité que vous avez à coordonner cette information, à créer un climat de confiance, à avoir des outils modernes, rapides et fiables bien sûr, c'est, à mon avis, très déterminant. Sinon, le rôle d'un maire, c'est bien sûr, vous êtes responsable de la sécurité, vous êtes détenteur d'un pouvoir de police générale, vous émettez bien sûr des arrêtés municipaux, bon voilà, on a le CLSPD, Conseil local de sécurité et de prévention, où là on a à peu près tous les acteurs, hein, la justice, les différents services de police, les lycées, et c'est vrai que c'est important, cette information, on a l'impression que voilà, saisir cette information, la qualifier, la transmettre, la gérer, c'est déterminant. On est des investisseurs dans la sécurité, il est clair, notamment bien sûr les intercos qui auront encore plus de moyens, bien sûr demain. Vous dire aussi, d'avoir la connaissance de son territoire, c'est très important, c'est l'atout d'un maire, même par rapport à souvent un fonctionnaire qui tourne tous les 3 ans. Bon, nous, on ne tourne pas tous les 3 ans en général, en plus c'est des mandats souvent un peu renouvelés.
Donc il y a une bonne connaissance du tissu, donc c'est un interlocuteur important. Les entreprises françaises ont un énorme créneau, je pense, sur la sécurité et sur le numérique. C'est un des secteurs les plus créateurs d'emplois, je pense, dans les années à venir. Donc vraiment, il faut tout faire pour soutenir ce secteur. Je ne vous dis pas ça pour vous plaire. Je suis pas là pour ça. On est là pour vous faire gagner. Plaire, il faut toujours se méfier des gens qui veulent vous plaire. Hein. Moi, je me méfie de plus en plus. Par contre, les gens qui veulent me faire gagner, ou faire avancer, ou résoudre des problèmes, oui, là, je suis très demandeur. Je pense que ça soulève aussi votre culture. Donc voilà, gardez cette culture. Je pense que c'est la bonne. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Ce que je propose, parce que je tiens énormément aux échanges et aux débats, donc on a eu des choses qui ont été posées, très intéressantes. Patrice Wilaya les note et tout à l'heure fera un peu celui qui animera le débat. Et je propose tout de suite au général d'armée Marc Vatergouard de la CROGN, du Centre de recherche des élèves officiers de la Gendarmerie nationale, un fervent personnage dans le domaine de la cybersécurité qui a créé le FIC à Lille, mais peut-être qu'il vous en touchera un mot, et qui a une vision qui est toujours très intéressante parce qu'il ne regarde pas devant ses pieds, mais il regarde à 10 ans, c'est très intéressant. Bien, merci Jean de cet accueil. La Gendarmerie nationale assure la sécurité maritime, la protection des sites infrastructures critiques, la protection des populations, la réponse aux situations de crise, la sécurité des frontières, la sécurité des grands événements. Donc je suis très heureux d'être chez Cassidian, notre filiale industrielle, qui m'accueille aujourd'hui. Réfléchissant sur les problématiques de territoire, eh bien, je me suis rendu compte que la gendarmerie était arrivée au terme d'un cycle, parce qu'aujourd'hui, il faut repartir sur une nouvelle vision des territoires sans, pour autant, abandonner notre maillage territorial, mais lui redonner un nouveau sens, lui redonner une nouvelle vision. Et puis, sur les territoires, eh bien, on applique les politiques de sécurité, et je me suis intéressé à ces sécurités. Qu'est-ce que la sécurité aujourd'hui? Du moins, qu'est-ce que l'insécurité? Et toute ma réflexion n'est pas une réflexion pour aujourd'hui, pour demain, mais une réflexion sur le long terme, sur les 10 ans, sur les 15 ans, sur les 20 ans à venir. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes en train de connaître une mutation considérable en matière d'insécurité. Évidemment, quand je dis ça à une personne qui vient de se faire agresser physiquement, elle me dit, écoutez, votre discours, je ne le crois pas, votre discours, il est à côté de la plaque, moi je viens de prendre un coup dans la figure, on vient de m'arracher mon sac, on vient de faire ceci, donc votre discours n'est pas crédible. Eh bien, mon discours, il est le suivant, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'une société change, chaque fois qu'une société se construit différemment du point de vue économique, eh bien, la criminalité et la délinquance évoluent. Elle évolue de quelle manière? Elle évolue parce que le prédateur fait un arbitrage entre le risque pénal et le gain financier. Eh bien, nous avons connu une société primaire avec une société essentiellement agricole où Caïn tuait Abel. Le jour où on a commencé à se trouver que c'était pas bien, et à ce moment-là, on a vu apparaître une société, un secteur secondaire de produits manufacturés. Et à ce moment-là, le prédateur s'est dit, mais c'est plus intéressant de voler que de tuer. Donc il y a eu un glissement vers les atteintes aux biens. Et puis on a vu arriver le secteur tertiaire, le secteur des assurances, des banques, ainsi de suite. Et puis là aujourd'hui nous sommes entrés dans une nouvelle ère avec un secteur quaternaire, qui est le secteur du tout numérique. Et là, jamais le prédateur n'a été aussi près de sa victime, il est dans votre smartphone, il est dans ton ordinateur, et jamais le prédateur n'a été aussi loin de son juge. Parce qu'on est dans un secteur totalement dématérialisé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons anticiper ces évolutions en reformatant complètement nos organisations, en revoyant complètement qui nous recrutons, comment nous le formons, comment nous gérons les ressources humaines. Vous voyez bien que si on travaille par rapport à des problématiques de cyber, si on travaille par rapport à des problématiques justement de traçabilité des objets, et ainsi de suite, il faut qu'on recrute des gens qui sont autrement formatés et on leur donne une formation beaucoup plus tournée vers les technologies et de ce fait avoir une gestion des ressources humaines beaucoup plus souple que celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc toutes les technologies du futur rapportées à la sécurité doivent nous permettre justement de traiter
d'une manière massive un certain nombre de flux. Regardez comment le LAPI a changé le problème du flux des voitures volées ou des voitures signalées. Mais demain, il faudra faire du traitement de masse d'un certain nombre de choses, notamment l'Internet des objets, les objets qui seront signalés, tracés, volés, contrefaits. Eh bien, il faudra qu'on ait des systèmes qui nous permettent de tracer ces flux, et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Si vous avez compris, vous avez parlé des 3 V, moi c'est MWA. M, la méthode, d'abord une méthode de compréhension des territoires. W, eh bien, c'est le verbe, parce que le verbe, c'est ce qui donne le sens. Or, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on donne du sens à l'action. V, avec des valeurs, et A, action. Merci pour ce excellent propos, mais vous avez apprécié la fougue de Marc Vataouar. Merci Marc. Je vais proposer à Jean-Louis Blanchou. Ça tombe très bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été abordées, qui sont dans son périmètre à 100% d'activité. Et si tu peux, Jean-Louis, aborder un petit peu également dans le domaine de la coproduction, police nationale, gendarmerie, police municipale, la sécurité privée, dans tout ce contexte. Merci. Merci beaucoup de m'avoir convié à cette réflexion. Je me présente en 2 secondes parce que ça va être le moyen d'entrer dans le sujet que tu m'as demandé de traiter. Je suis préfet, j'ai une carrière publique classique. Je suis passé par l'entreprise, j'ai passé 8 ans dans une entreprise à m'occuper de problèmes de sécurité. Je suis revenu ensuite au ministère, par choix, parce que on me proposait un challenge qui consistait à moraliser, à professionnaliser la sécurité privée. Ce qui est en cours. Aujourd'hui, je suis en passe d'être nommé délégué en charge des coopérations de sécurité. Ce qui veut dire que, après m'être occupé d'un secteur, on me demande de traiter les relations entre les forces publiques de sécurité, police et gendarmerie nationale, et l'ensemble des autres contributeurs qui existent dans la société à cette coproduction qui est une réalité, bien plus qu'une ambiance, de cette coproduction de sécurité. Alors, évidemment, les forces de sécurité de l'État gardent une certaine forme de prééminence en termes à la fois de mission, qu'il s'agisse du territoire sur lequel elles interviennent, ou de prérogatives. Ce sont les seuls qui ont les droits, sous le contrôle des magistrats, de faire un certain nombre de choses qui peuvent entraver la liberté des citoyens. Mais à leur côté, il y a les polices municipales, et qui n'ont pas du tout les mêmes prérogatives que les forces de sécurité de l'État, qui interviennent sur des territoires bien déterminés pour des missions qui sont de tranquillité et de sécurité publique, qui excluent le judiciaire, qui excluent le maintien de l'ordre, par exemple. Ensuite, il y a le monde de la sécurité privée. Des entreprises qui répondent à des logiques de marché. Après, à côté, il y a tout un tas de professionnels qui produisent eux-mêmes de la sécurité pour eux-mêmes, pour leurs salariés et pour leurs clients. Ce sont les entreprises. Et puis il y a les petites entreprises, les commerçants. Ces professions qu'on appelle les professions exposées, que d'ailleurs, dans l'acception de la coopération de sécurité qui définit la mission qui m'a été confiée, et d'ailleurs ils vont y participer. Enfin, nous allons nous intéresser de plus en plus à eux. Comment travailler ensemble pour travailler mieux et pour produire mieux de la sécurité. Et le challenge qui nous est donné, à la toute petite équipe que nous sommes, les directions générales ne craignent rien, nous ne sommes que 5, donc vous voyez, le rapport de force reste quand même très largement en leur faveur. La mission qui nous est donnée, c'est donnez-nous les moyens, ou donnez collectivement les moyens aux uns et aux autres, de travailler mieux, formation des polices municipales, formation du monde de la sécurité privée, sensibilisation des commerçants. 2, de travailler ensemble dans un souci de complémentarité, convention de coordination des polices municipales, que d'ailleurs, dans le cadre d'une proposition de loi sénatoriale, nous allons amender pour rendre les conventions de coordination obligatoires désormais, quelle que soit la taille des polices municipales, alors qu'aujourd'hui, c'est à partir d'une certaine taille ou en fonction des missions qui leur sont dévolues.
Convention de coordination entre donneurs d'ordre, entreprises de sécurité privée et forces de sécurité de l'État, qui concerne plus particulièrement les entreprises de sécurité privée, mais dans laquelle nous allons aussi avoir une participation des élus, parce que c'est sur le territoire des communes que cela se passe, et il est tout à fait normal que les élus participent de la connaissance ou voire de la signature de ces conventions particulières. Et puis, échange caractérisé par des chartes, par des procédures qu'on va essayer de rendre les plus fluides et les plus opérationnelles possibles entre les différentes familles de commerçants, les entreprises, dans lesquelles nous souhaitons que la prochaine loi que nous portons sur, là je parle d'un projet gouvernemental sur l'évolution de la sécurité privée, prévoit dans les entreprises des correspondants sécurité qui seront à la fois des interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics, mais qui seront aussi vis-à-vis des prestataires de sécurité privée, des gens qui auront une bonne connaissance de leurs problématiques, de leur mode de fonctionnement. Donc on crée cette fonction nouvelle. Alors, on ne va pas créer des postes dans les entreprises, on va créer une fonction qui sera occupée par des gens qui seront dans les entreprises, dont on saura qui ils sont, parce qu'on aura été regarder un petit peu dans leur passé s'il n'y a pas des choses qui les rendent incompatibles avec la fonction, et qui auront, en plus de la formation qui est la leur, une sensibilisation aux problématiques de sécurité et d'organisation de la sécurité en France, ce qui n'est pas forcément toujours le cas d'un responsable des achats, par exemple. J'ai peut-être été un petit peu long. Je vous prie de m'en excuser et j'espère ne pas vous avoir rendormi après l'intervention du général. Un grand merci. Donc après 3 brillantes interventions, donc on va rentrer dans le jeu des questions, parce que c'est vraiment ça qui m'anime aujourd'hui. De quoi avons-nous besoin? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la technologie aujourd'hui permet de résoudre? Et il y a un volet qui n'a pas été abordé, c'est combien ça va coûter et qui va payer? C'est une très bonne question. Nous avons, nous, un budget d'investissement assez faible. Ça veut dire que pour les questions de sécurité, je ne parle pas pour les questions de défense, il faudra de plus en plus trouver des formules innovantes, y compris avec des retours sur investissement. Ça suppose, si vous voulez, que les flux financiers, les flux budgétaires, soient un petit peu modernisés, que la non-affectation des recettes aux dépenses, eh bien, soit plus forcément le principe fondamental qui s'applique aux finances publiques. Bien, merci. Moi, je voulais apporter un éclairage un peu différent, puisque nos consultants sillonnent la France, et au niveau de l'équipement en vidéosurveillance, vidéoprotection ou vidéo tranquillité du territoire, comme vous avez dit, en fait, on s'aperçoit que les problèmes d'investissement, qui paye quoi, qui fait quoi, etc., les problèmes d'investissement sont quand même très correctement réglés avec l'aide en fait, de l'État sur les investissements. Par contre, quand on regarde 3 ans après l'état du parc, les caméras qui ont été cassées ne sont pas remplacées, les réseaux où il n'y a plus d'éclairage, on n'a plus d'images de nuit. Enfin, voilà, on a eu l'occasion d'échanger ensemble sur un certain nombre de sujets de ce type. Est-ce qu'on ne peut pas se protéger de ça, c'est-à-dire la pérennisation de nos investissements? Parce que ça aussi, c'est un vrai problème. N'attendez pas de moi que je vous réponde sur la pérennisation des aides publiques aux investissements de cette nature, hein, parce que je rappelle quand même que les aides de l'État à la mise en place de la vidéo ont été décidées à un moment où nous étions sous-équipés en matière de vidéo de voie publique, très en retard par rapport à un certain nombre de nos voisins, et où il semblait au président de la République de l'époque qu'il y avait un effort à faire, et que pour combattre les scepticismes ou pour essayer de marginaliser un petit peu les discours qui étaient sur le thème « Attention, la vidéo c'est liberticide », on a mis en place des aides publiques, on a pris au niveau législatif un certain nombre de précautions pour essayer, et je crois qu'on a plutôt bien réussi essayer de préserver les libertés individuelles. Maintenant, quand je vois l'appétit des élus,
Alors c'est peut-être lié au fait que 2013, c'est juste avant 2014. Mais il n'y a pas que ça. Quand je vois l'appétit des élus pour mettre en place aujourd'hui des dispositifs de vidéo, et d'ailleurs, en 2012, pour la première fois, on est passé à un nombre de projets d'extension de dispositifs plus important que le nombre de projets de création de dispositifs nouveaux. Ça veut dire que ceux qui l'avaient mis en place étaient convaincus des effets bénéfiques que ça apportait, puisqu'ils en redemandaient. Mais quand on voit les évolutions, il me semble que l'aide à l'investissement est un petit peu moins nécessaire qu'avant. On n'a plus à accompagner, on n'a plus à convaincre, on n'a plus à survendre la vidéo comme on l'a fait. Ça a été mon job de 2010 à 2013. En 2013, on s'est dit, la demande existe, l'intérêt pour la chose existe, essayons de concentrer les aides publiques sur les projets qui sont les plus porteurs de complémentarité, action de l'homme et action technique. Comment peut-on aider les projets qui démultiplient, et non pas qui remplacent, qui démultiplient l'action des fonctionnaires territoriaux, police municipale, ou des fonctionnaires et militaires nationaux, police et gendarmerie nationale, sur le territoire. Comment peut-on, au lieu de dire un bâton dans la colonne des caméras installées, c'est une bonne chose et c'est le seul objectif, comment peut-on faire pour savoir où il faut de manière prioritaire aider, parce que c'est là que ça va avoir l'effet le plus important. Alors, on a donné cette année des subventions d'un niveau plus important dans les ZSP. On a aussi particulièrement aidé les projets qui permettaient de terminer une couverture territoriale ayant une vraie cohérence, où il n'y avait plus une zone blanche à l'intérieur d'un territoire et d'un bassin de délinquance. Par exemple, on a aidé de manière un petit peu plus importante les endroits où il y avait d'autres actions qui étaient conduites par la municipalité qui allaient dans le sens de la prévention de la délinquance et dans des bassins où cette délinquance était plus prégnante qu'ailleurs. On a aidé des dispositifs expérimentaux où en zone périurbaine, par exemple, on s'est dit que c'était peut-être pas idiot pour lutter contre les cambriolages d'avoir en zone de gendarmerie, c'était souvent ce cas-là, plusieurs communes, en intercommunalité ou pas d'ailleurs, qui auraient en entrée et sortie de commune des caméras de vidéo qui permettraient de, en cas de cambriolage commis depuis des zones périurbaines proches, de faciliter l'enquête et donc de dissuader la mise en œuvre de ces actes de cambriolage organisés. On l'a fait autour de Chartres, on l'a fait dans le sud de l'Essonne. Donc on a essayé d'être plus créatif, plus créatif, parce que moi c'est un concept qui me parle, même si je ne sais pas bien le caractériser, plus créatif de valeur sécuritaire, si vous voulez, d'une certaine façon, que simplement de dire « Ah mais monsieur le maire de la petite bourgade là-bas, vous avez demandé 2 caméras, on va vous aider. Ah mais vous en voulez 50, vous tracassez pas, ça va faire 50 de plus dans nos statistiques, c'est bon, on va vous aider. » Non, on a dit non à des gros projets, on a dit non à des tout petits projets, mais on a dit oui à des projets qui apportaient quelque chose en termes d'opérationnel. Richard Tancher, groupe Atalian, prestataire de services numéro 1 en France en sécurité, propreté et maintenance technique de bâtiments. Moi, ma question, elle est l'investissement, c'est bien, et la formation. Et aujourd'hui, réellement, on a un manque de support et d'aide de l'État sur la formation. Donc j'aimerais bien vous écouter. Et est-ce que le ministère de l'Intérieur travaille sur ces supports au niveau de ces hommes qui ont un atout essentiel avec les citoyens pour le maire? Alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a trop de réglementation, qu'il y a trop d'États, mais que quand il y a un sujet, on se retourne quand même vers l'État en lui disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Bon, enfin, je caricature. Attendez, alors,
Sur la formation, je vous ai dit tout à l'heure que dans la chaîne de production de sécurité, dans cette espèce de continuum, il faut que chacun soit au top en termes de professionnalisme de ses missions. Alors, je ne parle pas des forces de sécurité de l'État, sécurité, police municipale, sécurité privée. Police municipale, on travaille avec le CNFPT, on remet à plat en ce moment les conditions de la formation des policiers municipaux, quel que soit leur grade. On est même en train de se poser des questions sur quelle formation pour les ASVP qui ne font pas partie de la filière, enfin du corps police municipale. Je ne peux pas vous dire encore sur quoi ça va déboucher. Ce dont je suis absolument certain, c'est qu'il y a un certain nombre de spécialités qui existent dans les polices municipales qui ne font l'objet aujourd'hui d'aucune obligation de formation. Et donc, ça, on va essayer d'y remédier, y compris sur des choses qui peuvent porter de graves préjudices à nos concitoyens. Le maniement d'un certain nombre d'armes qui ne sont soi-disant non létales et pour lesquelles les formations sont à la discrétion des élus ou des responsables des services de police municipale, mais ne résultent d'aucune obligation. Donc, vous allez me dire, c'est un élément d'obligation supplémentaire. Il faut bien aussi commencer par là, parce que l'expérience prouve, et là on n'est pas dans le marché pur et dur, mais l'expérience prouve que si on laisse les choses à l'initiative des uns et des autres, les uns sont plus sensibilisés, les autres un petit peu moins. Voilà, merci de votre attention, merci d'être venus si nombreux, parce que sincèrement, c'était un peu un défi, parce que nous sommes à 35 km de Paris, je sais qu'il y en a pas mal qui viennent de province, c'était pas évident, donc merci à tous ceux qui sont venus, à une prochaine fois, et bien évidemment, vous avez pu remarquer dans le fond à droite, il y a un petit verre de l'amitié qui vous est proposé. Voilà, à très bientôt.